doing another Spider-Man movie? Those are so wildly popular. Do you think you're going to make another one? We are planning to make another Spider-Man movie next year, starting in February or March. All right. Ouais, il parle bien de Spider-Man 4. 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 Pour toute une génération, Tobey Maguire est Spider-Man. C'est son visage qu'on associe au personnage. C'est sa trilogie qui a marqué notre enfance. Et c'est aussi cette saga qui a prouvé au début des années 2000 qu'un film de super-héros pouvait devenir un immense événement au cinéma. Alors forcément, quand on apprend qu'il a failli y avoir un Spider-Man 4 réalisé par Sam Raimi et qu'on découvre ensuite que ce film a été annulé, ça laisse une sensation très particulière. Celle d'une histoire inachevée, d'une suite qu'on n'a jamais eue et d'un chapitre qui manque encore. Et ce sentiment, il est revenu encore plus fort depuis No Way Home. Le retour de Tobey Maguire a rallumé quelque chose chez les fans. Pas juste de la nostalgie, une vraie envie de revoir ce Peter Parker, de comprendre ce qu'aurait pu être sa suite, et peut-être même de voir cette histoire reprendre aujourd'hui sous une nouvelle forme. Moi c'est Alex et aujourd'hui on va revenir sur ce Spider-Man 4 de Sam Raimi, le film qui devait réparer Spider-Man 3, le film qui n'a jamais vu le jour, et peut-être aussi le film qui d'une certaine manière n'a jamais cessé d'exister dans la tête des fans. Chapitre 1. Le rêve brisé. Aujourd'hui, Spider-Man 4 de Sam Raimi ressemble à un film fantôme. Pourtant, à l'époque, le projet était bien réel. Le film était en développement, plusieurs scénaristes travaillaient dessus, des storyboards existaient déjà et une date de sortie avait été annoncée. Everybody's intention is to get it out for 2011. Et Sony préparait sérieusement la suite pour la franchise. Pour comprendre pourquoi tout s'est écroulé, il faut revenir en 2007, à la sortie de Spider-Man 3. Parce que malgré sa réputation très divisée aujourd'hui, Spider-Man 3 n'a pas été un échec commercial. Au contraire, le film a rapporté près de 900 millions de dollars au box-office. À l'époque, c'est un immense succès. Et même pendant un temps, le plus gros succès de toute la saga Spider-Man. The biggest, most expensive movie ever. Vu de l'extérieur, tout semble donc aller dans le bon sens. La trilogie de Sam Raimi a révolutionné le cinéma de super-héros. Tobey Maguire est devenu le visage de Peter Parker pour toute une génération. Et Sony possède une licence extrêmement rentable, mais le box-office ne raconte pas toute l'histoire. Car si Spider-Man 3 marche, financièrement, sa réception critique et la réaction d'une partie du public laissent un goût amer. Le film est jugé trop chargé, trop brouillon, trop encombré, trop de personnages, trop d'intrigues, trop de méchants. Et surtout, Sam Raimi lui-même n'était pas satisfait. Il l'a reconnu plus tard, il n'aime pas vraiment son Spider-Man 3. Working in that big budget arena with so much at stake, with much beloved characters that Stan Lee created, and people really hold them so dear to them that you don't want to mess up, and I messed up plenty with the third Spider-Man. Il estime ne pas avoir réussi à faire le film qu'il voulait. C'est là que Spider-Man 4 devient essentiel. Le vrai point de rupture autour de Spider-Man 3, c'était l'ingérence du studio. Raimi avait une vision plus claire, plus simple, plus centrée, notamment autour de l'homme sable, du parcours de Harry Osborn et d'une progression dramatique plus cohérente. Mais Sony, et surtout le producteur Avi Arad, J'adore Spider-Man, poussait très fort pour intégrer Venom, alors l'un des méchants les plus populaires auprès des fans, pour pouvoir booster la vente de jouets. Mais le problème, c'est que Raimi n'était pas attaché au personnage, il ne le comprenait pas vraiment, ne voulait pas construire un film autour d'un antagoniste auquel il ne croyait pas. Didn't really believe in all the characters, and if the director doesn't love something, it's wrong of them to make it. Et ce résultat fut un compromis forcé. C'est précisément pour ça que Raimi voyait Spider-Man 4 comme une revanche. Pour lui, ce quatrième film devait corriger les erreurs du troisième et permettre à la saga de se remettre sur de bons rails. Il voulait revenir à ce qui faisait la force de Spider-Man 1 et surtout de Spider-Man 2. L'émotion, la sincérité, le parcours de Peter Parker. I'm going to try and make it more intimate. I'm going to try and return to the central core of the character that I fell in love with. And in that way, I'll try and make it better.
Try and make it the best of the bunch. Et un méchant choisi pour servir à l'histoire plutôt que pour répondre à une logique marketing. Sony lance donc officiellement le développement du film en 2008. Sam Raimi et Tobey Maguire signent pour revenir. Kristen Dunst n'est pas confirmée aussi clairement au départ, mais l'idée reste la même, on continue la saga. My only disappointment is I don't get to fly this time. But maybe in Spider-Man 4. Sony annonce même une sortie pour mai 2011. À ce stade, Spider-Man 4 n'est donc pas un rêve de fan, mais un vrai projet concret. Mais en coulisses, les choses se compliquent assez vite. Le premier gros signal d'alerte, c'est le scénario, ou plutôt les scénarios, puisque très vite, Spider-Man 4 entre dans un cycle d'écriture chaotique. James Vanderbilt écrit une première version, puis d'autres retravaillent l'histoire. David Lindsay Haber, Gary Ross, puis Alvin Sargent, déjà présents sur Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Et quand un blockbuster passe entre autant de mains en si peu de temps, c'est rarement bon signe. Raimi veut un film fort, personnel, cohérent, avec un grand méchant central. Sony de son côté pense déjà en logique de franchise, de personnages à pousser, et pour l'avenir de la licence. Il y a surtout un autre problème, le temps. Le film a déjà une date, la pré-production avance, des artistes travaillent sur les décors, les effets visuels et les storyboards, et même un jeu vidéo lié au film commence à se préparer chez Activision. Le problème, c'est que Raimi refuse de refaire l'erreur de Spider-Man 3. Il ne veut pas livrer un film bancal, juste pour tenir le calendrier. Et plus il avance, plus il sent qu'il n'arrive pas à obtenir le script qu'il veut tourner. Sony is definitely making Spider-Man 4, and I'm hoping they'll come to me first as the director. I know that there's a screenwriter writing the script, but either way, I'm hoping to be one of the producers on the picture, and I'm very excited to read the script. Sony pousse autour d'autres idées, notamment autour du lézard, et prépare surtout en parallèle une autre option, le reboot complet de la franchise. Pendant que Raimi essaie encore de sauver Spider-Man 4, Sony anticipe déjà l'après. James Vanderbilt, lié à l'écriture du film, se retrouve ensuite associé au script d'un futur reboot. I was originally hired to write Spider-Man 4, so Amy Pascal called me and she said, listen, we're not going to end up making Spider-Man 4, but would you be interested in helping us to start again with the franchise? Et début 2010, tout s'écroule. Sam Raimi quitte le projet. Plus tard, il expliquera qu'il était trop déçu par Spider-Man 3 pour accepter de refaire un film qu'il ne jugerait pas excellent. Et il voulait que Spider-Man 4 soit le meilleur de la saga. Et comme il n'arrive pas à réunir à temps une version du scénario qu'il estimait digne de ce nom, il a préféré arrêter. And look at the character and say, do I really have something to contribute to this now? Here's a legend that people have loved for generations. Different writers and artists had told the story of Spider-Man, and now that Olympic torch was being handed to me, and I was the honored one for a brief time to tell some Spider-Man stories, and then I will be handing it to another storyteller soon enough. Quelques jours plus tard, Sony annonce le reboot de la franchise. Thanks for having me. Et le studio repart de zéro avec un nouveau Peter Parker, The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. C'est la fin de Spider-Man 4. Chapitre 2, le faux équilibre. Une fois le contexte posé, on comprend maintenant ce qui rend Spider-Man 4 si fascinant, puisque dans l'esprit de Sam Raimi, ce film devait être une correction, pas juste une suite, ni un blockbuster de plus pour exploiter la licence. Spider-Man 4 devait être sa réponse à Spider-Man 3, une manière de revenir à ce qui faisait le cœur de la saga. Et cette idée commençait par Peter Parker. Après 3 films, Raimi ne voulait pas répéter la même formule, il cherchait une nouvelle étape pour le personnage, un Spider-Man plus mature, plus installé. Peter n'est plus le lycéen timide du premier film, ni le jeune héros écrasé par sa double vie dans le deuxième. Il a déjà traversé la mort, la culpabilité, la vengeance et la rupture. Spider-Man 4 devait donc montrer un Peter plus solide, mais confronté à de nouveaux problèmes. Le souci, c'est qu'on possède pas de vrai scénario final complet, pas de version définitive du script, et avec les années, beaucoup d'éléments se sont mélangés entre rumeurs, interviews, souvenirs de production et de storyboard. Donc dans cette vidéo, comme j'ai pu le faire pour les anciennes, je vais essayer de tout rassembler pour vous faire l'histoire la plus cohérente. Et il y a un point qui revient à chaque fois, donc ça c'est sûr et certain. Raimi savait très bien comment il voulait ouvrir son film, puisque plusieurs sources racontent que Spider-Man 4 devait commencer par un montage d'action montrant Spider-Man arrêter plusieurs criminels et super vilains secondaires. On parle notamment de Mysterio, du Shocker, du Rôdeur, du Rhino, voire même de Stiltman. L'idée n'était pas d'en faire de grands méchants du film, mais de montrer un Spider-Man totalement actif, déjà bien installé comme protecteur
secteur de New York. C'est une ouverture très intelligente parce qu'en quelques minutes, elle raconte quelque chose de nouveau. Peter Parker a désormais de l'expérience. Il connaît la ville, ses ennemis, son rôle. On n'est plus au début de l'histoire, mais dans la continuité naturelle d'une vie de super-héros déjà bien avancée. Dans l'idée, ça ressemble un peu à ce qu'on a eu avec l'introduction des 4 Fantastiques, mais aussi très sûrement celle qu'on aura dans Spider-Man 4 Brand New Day. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Parmi tous ces vilains, celui qui aurait le plus marqué les fans, c'est Mysterio, qui aurait été joué par Bruce Campbell. Et ça, c'est du pur Sam Raimi, puisque Campbell, ami proche du réalisateur, apparaît déjà dans les 3 premiers films à travers des caméos. Le transformer ici en Mysterio, c'est une manière drôle et brillante de relier tous ces clins d'œil, comme si Mysterio surveillait Peter depuis le début. Le film aurait donc sans doute commencé avec énergie, mouvement et un Spider-Man presque triomphant. Mais si Raimi choisit ce ton, c'était surtout pour mieux faire basculer le récit ensuite. Car derrière cette image de héros bien installée, la vie de Peter, elle, restait compliquée. Certaines versions du script évoquent notamment le fait qu'il aurait dû quitter son appartement, l'immeuble étant jugé dangereux ou inhabitable. C'est un détail très cohérent avec l'esprit de la trilogie. Peter peut sauver la ville le matin et se retrouver expulsé l'après-midi. En parallèle, sa relation avec Mary Jane devait rester centrale. Après les événements de Spider-Man 3, l'idée semblait être de reprendre leur histoire dans une phase de réconciliation fragile. Peter et MJ n'auraient pas tout effacé, ils essaieraient simplement de reconstruire quelque chose. Le film n'aurait donc pas ignoré les blessures du 3e, mais cherché à leur donner une suite plus mature. Et heureusement, parce que c'est un enfer qu'à chaque film, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent, ils se remettent ensemble. Ah bah non, en fait, c'est clairement ce qui devait arriver. Puisque c'est justement dans cette période qu'un nouveau personnage devait entrer dans la vie de Peter, Felicia Hardy, probablement incarnée par Anna Tawai à l'époque. Elle aurait été introduite via le Daily Bugle, ou l'entourage professionnel de Peter. Dans les comics, Felicia est surtout connue comme Black Cat, mais ici, le projet ne semblait pas encore avoir fixé sa direction exacte. Une chose paraît claire en revanche, elle devait devenir une présence importante dans la vie de Peter. Et pas juste comme un personnage secondaire, Felicia représentait une nouvelle énergie. Là où Mary Jane incarnait l'histoire longue, la douleur et l'amour compliqué, Felicia pouvait représenter la nouveauté, la tentation, un lien plus ambigu. En gros, le film remettait Peter face à la même grande question. Est-il vraiment capable de construire quelque chose de stable dans sa vie privée? Et c'est là qu'entre en scène Adrian Toomes, alias le vautour. Dans cette version, le personnage ne devient pas un méchant caricatural. Raimi voulait en faire une menace sérieuse, presque terrifiante. Et le rôle devait être tenu par John Malkovich. Selon plusieurs éléments du projet, Toomes n'aurait pas été présenté tout de suite comme un monstre volant, mais d'abord comme une figure de pouvoir du monde civil, liée au Daily Bugle. Plus intéressant encore, plusieurs sources indiquent que Felicia Hardy aurait en fait été liée à Adrian Toomes, parfois comme sa fille, parfois comme sa fille adoptive. Ça dépend des versions, mais là, tout se met en place, puisque Peter tente de garder l'équilibre avec Mary Jane, sa carrière, sa vie de Spider-Man, et cette nouvelle présence qu'est Felicia. Ce début de film semblait donc construit comme une illusion de stabilité. Spider-Man maîtrise ses missions, Peter essaie de réparer sa vie amoureuse, sa carrière avance, New York continue à vivre, mais sous la surface, tout est déjà en train de se dérégler. Le vautour approche, Felicia entre dans sa vie, et Peter ne voit pas encore que la catastrophe a déjà commencé. Chapitre 3, la traque. Felicia n'était pas seulement la nouvelle meuf de Peter, elle représentait quelque chose que Peter n'avait jamais vraiment réussi à gérer, la tentation d'une relation plus simple en apparence, mais moins chargée et émotionnelle que celle qu'il partage avec MJ. Puisqu'avec MJ, Peter porte déjà un passé, de l'amour, mais aussi beaucoup de douleur, alors qu'avec Felicia, il y aurait eu quelque chose de plus léger en surface, et c'est précisément ce qui rendait la situation dangereuse. Pas parce que Peter serait soudain devenu quelqu'un d'égoïste, mais parce que Raimi aime les personnages qui trébuchent sur leurs contradictions. Peter veut faire le bien, mais il se trompe. Il aime sincèrement, mais il blesse. Et dans cette logique, Felicia aurait servi de révélateur. Est-ce qu'il a vraiment grandi? Est-ce qu'il sait enfin ce qu'il veut? Est-ce qu'il est capable de rester fidèle à la vie qu'il veut prétendre vouloir construire? Bref, pour la faire simple, Felicia, elle drague Peter pendant tout le film, et du coup, lui, il sait pas s'il va tromper MJ ou pas. Mais surtout, plus le vautour prend de place, plus Spider-Man 4 ressemble à un film de prédation, puisque Toomes n'est pas seulement un ennemi
spectaculaire. C'est un homme qui observe, qui attend, qui frappe au bon moment. Là où Norman Osborn jouait sur la manipulation, où Dr Octopus reposait sur la tragédie, et où l'homme sable était un homme brisé, le vautour, lui, semble penser comme une menace plus froide, plus physique, plus déterminée à écraser Spider-Man. Cette montée en puissance passe vraisemblablement par un premier grand affrontement. D'après ce que l'on sait, il y aurait eu une séquence avec un hélicoptère ou une confrontation aérienne spectaculaire avant l'intervention de Spider-Man. La fonction de cette scène semble claire, montrer que ce nouvel ennemi n'est pas dans la même catégorie que les petits vilains du début. Là où les premières scènes servaient à montrer la maîtrise de Spider-Man, celle-ci aurait servi à montrer ses limites, puisque face au vautour, Peter n'affronte plus un simple braqueur ou un illusionniste excentrique. Il affronte un adversaire rapide, brutal, armé, dangereux, capable d'utiliser le ciel comme un territoire de chasse, et surtout un ennemi que Raimi voulait rendre impressionnant à tout prix. Bref, on peut imaginer que cette première confrontation aurait sans doute freiné les plans de Toomes. Dans ce premier affrontement, Peter l'emporte, et c'est précisément ce qui aurait déclenché la suite, la vengeance. Plus on regarde les storyboards, les descriptions de scènes et les témoignages de production, plus on comprend que le climax semblait partir vers quelque chose de très violent, très physique et surtout tragique. Puisque le cœur de cette dernière partie, c'était évidemment le grand affrontement entre Spider-Man et le vautour, les storyboards montrent un Spider-Man en très grande difficulté, frappé en plein vol, projeté contre les bâtiments, dominé par la mobilité et la violence de Toomes. Il ne veut plus seulement battre Spider-Man, il veut le briser. Lors de ce combat entre Spider-Man et le vautour, Peter prend une vraie raclée. Le vautour y apparaît extrêmement violent, Spider-Man est projeté, écrasé, blessé, incapable de suivre la vitesse et la férocité de son adversaire. À un moment, les plumes tranchantes de son costume auraient même servi à blesser Peter. On n'est plus dans un duel équilibré, on est dans une scène où le héros est physiquement dépassé. Et c'est là que Spider-Man 4 aurait trouvé sa vraie dimension tragique. Puisque depuis le début on nous montre un Peter plus mûr, plus aguerri, il peut quand même voir toute sa vie s'écrouler face à un seul homme. Un autre élément crucial de ce film, c'est l'identité de Peter, puisque dans des storyboards révélés au fil des années, il existe une scène où le vautour parvient à retirer le masque de Spider-Man, et ça change tout. Toute la saga de Raimi repose sur cette tension entre les deux vies de Peter. Si Toomes découvre son visage, alors le conflit ne concerne plus seulement Spider-Man comme symbole, il concerne également Peter lui-même, sa vie, ses proches, son avenir. Le vautour ne combat plus un héros, il combat un homme. Et là, la place de Felicia dans cette partie du récit, elle est encore plus intéressante, puisque dans certaines descriptions, elle assisterait à une partie de l'affrontement entre Spider-Man et le vautour, et cela la place au centre d'un drame impossible, puisqu'elle doit choisir entre l'homme dont elle se rapproche et son père qui s'enfonce dans la violence. Le vautour, lui, semble savourer cette révélation. Il ne voit plus seulement Spider-Man comme un adversaire masqué, mais comme un homme vulnérable, épuisé, blessé, et qu'il peut enfin achever. À partir de là, le combat atteint son point de rupture. Peter, au bord de la défaite, finit par contre-attaquer, non pas dans un élan héroïque, mais dans un réflexe désespéré de survie. Et c'est là qu'arrive l'élément le plus marquant, la mort du vautour. Selon les versions les plus répandues, Adrian Toomes est grièvement blessé au cours de la bataille, en partie à cause de son propre équipement. Ses ailes ou certaines lames de son dispositif se retournent contre lui. Il chute, transpercé et mutilé par sa propre technologie. En gros, le monstre qu'il a créé devient aussi l'instrument de sa perte. Cette idée colle parfaitement avec la logique des films de Raimi. Dans cette trilogie, beaucoup de vilains finissent détruits par ce qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Norman Osborn meurt à cause de son planeur. Doc Ock est emporté par sa catastrophe et Harry est rattrapé par la guerre qui la nourrit. Voir le vautour vaincu par ses propres ailes s'inscrit dans cette continuité tragique. Mais ce qui rend cette mort encore plus forte, c'est qu'elle n'aurait pas été filmée comme une vraie victoire. Peter ne terrasse pas un ennemi dans le triomphe héroïque. Il survit à une bête devenue incontrôlable. Et, sous les yeux de Felicia, cette issue prend une dimension beaucoup plus intime. Elle ne voit pas tomber un simple méchant, elle voit tomber son père. Elle voit Spider-Man survivre, et dans son regard, ce n'est pas forcément la justice qui triomphe, mais une perte irréversible. Et c'est précisément là que Felicia aurait basculé, puisque la mort du vautour devait la pousser à chercher la vengeance. Et c'est là qu'elle serait devenue Black Cat. Ou alors, selon plusieurs versions, elle reprenait le flambeau de son père pour devenir le vautour, ou plutôt la vautour, Vulturess en VO. Et oui, parce que rappelez-vous, Spider-Man est démasqué, donc Felicia, elle a tout vu, et elle connaît l'identité de Peter. Et là, elle veut
qu'une seule chose, se venger de la mort de son père. À la toute fin du film, un combat démarre alors entre les deux personnages. Et contre toute attente, c'est Felicia qui gagne, mais qui choisit d'épargner Peter. Et ça c'est très intéressant parce que du coup Felicia devient un personnage gris. On sait pas vraiment si elle serait revenue dans la suite des autres films en tant que méchante ou alliée de Spider-Man, ou justement en tant que Black Cat, qui est un peu entre les deux. Alors je suis d'accord avec vous, ça reprend pas mal l'idée de Harry Osborn une fois que son père est mort dans Spider-Man 1. Autrement dit, Spider-Man 4 n'aurait pas été un happy end simple, ça aurait été une victoire empoisonnée. Et c'est aussi ce qui aurait naturellement ouvert la voie à un Spider-Man 5. Peter aurait dû vivre avec les conséquences de ce drame, Felicia aurait pu revenir transformée et d'autres pistes existaient également sur le lézard. Raimi semblait vouloir le garder pour plus tard et c'est sans doute pour ça que ce projet obsède encore autant. Pas seulement parce qu'il n'a jamais existé, mais parce qu'il donnait l'impression de porter une vraie suite, une vraie évolution et une vraie nouvelle étape pour le Spider-Man de Tobey Maguire. Chapitre 4, le futur perdu. Depuis Spider-Man 2, le personnage de Kurt Connors est là, dans l'ombre, présent sans être central. Interprété par Dylan Baker, il occupe déjà une place familière dans l'univers de Peter Parker. Et pour beaucoup de fans, tout semblait mener à une seule chose, sa transformation en lézard. C'était presque la promesse silencieuse que la saga installait peu à peu en arrière-plan. Et ce qui est intéressant, c'est que Raimi ne semblait pas du tout opposé à cette idée. Au contraire même, il aimait le personnage, son potentiel, ce qu'il représentait, mais tout indique qu'il ne voulait pas l'utiliser tout de suite. I wish I could have played the Lizard. Being able to do that with Sam Raimi, yes, that would have been incredible. And I know that he had that in his vision. He talked about it all the time, that when we got to the Lizard, so that setting things in motion, and this it should be here, and there's what is it about Dr. Connors that leads him in that way. Là où le studio semblait pressé de voir le lézard arriver à l'écran, encore une fois pour vendre des jouets, Raimi lui voulait le garder pour plus tard. Peut-être amorcer quelque chose dans Spider-Man 4, mais sans en faire le méchant principal. Et ça en dit long sur sa manière de penser la saga. Là où un studio raisonne souvent en termes d'impact immédiat, Raimi ne voulait pas sortir toutes ses cartes d'un coup, il voulait construire un chemin, et c'est pour ça que Spider-Man 4 donne autant l'impression d'être un film pivot, celui qui relance la machine après Spider-Man 3, qui remet Peter sur une nouvelle trajectoire, qui lui inflige une nouvelle blessure, et qui prépare quelque chose d'encore plus fort pour la suite. Parce que si on imagine un instant que Spider-Man 4 était sorti, qu'il se termine vers la mort du vautour et la bascule de Felicia dans la vengeance, alors Spider-Man 5 avait déjà des pistes toutes trouvées. Felicia pouvait revenir avec un rôle bien plus central, soit comme une vraie ennemie tragique, soit comme un personnage plus ambigu entre haine, fascination et conflit intérieur. Et c'est intéressant aussi puisque Peter aurait dû vivre avec cette idée douloureuse. Une femme qui aurait pu représenter une nouvelle possibilité dans sa vie aurait fini à cause de lui par devenir une menace. Peter aurait dû affronter les conséquences de ce qui s'est passé avec Felicia, la violence du vautour, la découverte potentielle de son identité, les blessures de sa vie de héros, tout en décidant enfin de ce qu'il voulait faire par la suite. Et c'est là que le lézard devenait un adversaire particulièrement pertinent, puisque Kurt Connors ce n'est pas juste un monstre, c'est un homme intelligent, bienveillant, à l'origine qui devient autre chose en voulant dépasser ses limites. Un homme qui perd son humanité en croyant la réparer. Et face à un Peter plus âgé, plus usé, plus marqué par les sacrifices, cela aurait pu donner un conflit très fort. Le vautour dans Spider-Man 4 représentait la prédation, la brutalité, et le lézard, lui, aurait pu incarner autre chose dans Spider-Man 5, la déformation de l'homme, la perte de soi, la peur de devenir quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. On pouvait même aller plus loin, puisque au fur et à mesure des films, plein de méchants sont quand même introduits, et imaginez si on avait eu une version des Sinister Six. Pas forcément dans une version immédiate ou totalement définie, mais comme souvent chez Sony, l'idée planait déjà dans les airs. Et c'est là toute l'ironie de cette histoire. D'un côté, Raimi semblait vouloir raconter des choses avec patience, film après film, en choisissant ses antagonistes pour servir le parcours de Peter, et de l'autre, Sony avait déjà cette tentation d'agrandir, d'accélérer et de préparer la franchise d'après. Et c'est sans doute pour ça que Spider-Man 4 reste fascinant. Pas seulement parce qu'un film a été annulé, mais parce qu'avec lui, c'est tout un futur qui a disparu. Chapitre 5, le dernier retour. Depuis Spider-Man No Way Home, une idée s'est remise à obséder les fans. Et si le vrai retour du Spider-Man de Tobey ne faisait que commencer,
Très vite, beaucoup ont imaginé un Spider-Man 4 post-No Way Home, qui permettrait enfin de voir les conséquences du film sur l'univers de Tobey, de retrouver ce Peter Parker des années après la trilogie de Sam Raimi, et peut-être même de lui offrir la suite qu'il n'a jamais eue. L'idée paraissait d'autant plus crédible que Sam Raimi lui-même s'est montré ouvert à l'idée de refaire un film Spider-Man après son retour chez Marvel avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. You recently expressed interest in returning to that particular franchise, to Spider-Man 4. You said you'd be up for it. I didn't think it was possible, but after jumping back in with the multiverse, I realized that anything is possible now. So I'm completely open to it. Forcément, Internet s'est emballé. Sauf qu'avec le temps, ce fantasme pourrait finalement prendre une direction très différente. Parce que le Spider-Man de Sam Raimi, ce n'est pas juste une version qu'on aime par nostalgie. À l'époque, cette trilogie a été une révolution. Par ses effets visuels, par son ambition, par sa manière de rendre crédible un héros qui traverse New York d'immeuble en immeuble. Elle a marqué un tournant majeur pour le genre. Le premier Spider-Man, en 2002, a même été le premier film à dépasser les 100 millions de dollars lors de son premier week-end d'ouverture. En clair, cette saga a aidé Hollywood à croire au cinéma super-héroïque moderne et a contribué à ouvrir la voie à tout ce qui viendra ensuite jusqu'au MCU. Et c'est ce qui rend la situation actuelle aussi fascinante. On parle d'un personnage qui a lancé cet âge d'or et qui pourrait revenir au moment où cette immense machine narrative approche d'un nouveau point de collision. Alors il faut être clair, officiellement il n'existe aujourd'hui aucun Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. Le seul Spider-Man 4 confirmé est celui de Tom Holland avec Spider-Man Brand New Day. Et Sam Raimi a même expliqué récemment qu'il ne pensait pas forcément juste à ressusciter sa propre version aujourd'hui, estimant avoir passé le relais à une autre génération. And so right now we're following a new artist playing Spider-Man, and we're really into his story. So I don't think it'd be right for me to go back and try and resurrect my version of the story. I think I've had to pass the torch. Mais ça n'empêche pas les rumeurs, au contraire. Et c'est précisément pour ça que le nom de Tobey Maguire revient autant quand on parle maintenant de Avengers Doomsday. Là encore, il faut distinguer le réel du fantasme. Marvel a bien officialisé Avengers Doomsday, sa production, sa date de sortie et une partie du casting. Mais à l'heure actuelle, Tobey Maguire n'est pas confirmé officiellement dans le film. Mais bon, Chris Evans n'était pas confirmé non plus. Depuis quelques temps, les leaks se multiplient autour d'un rôle majeur de Tobey dans Doomsday. Et parmi les rumeurs les plus folles, il y en a une qui revient très souvent. L'idée qu'il serait présent dès la scène d'ouverture, que son univers serait l'un des premiers à être détruit et que cette introduction l'opposerait carrément à Wolverine dans un affrontement lié à la collision des mondes. Ça nous montre à quel point le Spider-Man de Tobey a retrouvé un poids symbolique immense. No Way Home ne l'a pas juste ramené pour un caméo. Le film a rappelé à tout le monde que cette version de Peter Parker avait encore une place à part entière dans l'histoire du genre. Et dans un projet comme Doomsday, qui semble vouloir jouer avec les anciens univers, les héritages et les grands retours, son nom revient presque naturellement. Au fond, c'est peut-être ça la plus belle ironie de cette histoire. Le Spider-Man de Sam Raimi est l'un des personnages qui a contribué à rendre possible le cinéma super-héroïque tel qu'on le connaît. Et plus de 20 ans après le premier film, c'est peut-être ce même personnage qui pourrait revenir au moment où cette saga immense touche à l'un des plus grands points de bascule. Alors on n'aura sûrement jamais un vrai film Spider-Man 4. Mais si une partie des rumeurs autour de Doomsday sont vraies, alors il y a quelque chose de presque poétique là-dedans. Le Spider-Man qui a aidé à ouvrir la voie pourrait aussi devenir l'un des visages marquants de cette fin de saga. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore et toujours, c'est assez compliqué d'arriver à faire une vidéo cohérente, tant il y a d'informations qui sont sorties autour de ce film depuis plus de 20 ans. Mais j'ai essayé de tout vous résumer dans cette vidéo et j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse avec exactement la même sur tout ce qui était prévu sur l'univers d'Andrew Garfield. Entre le scénario d'Amazing Spider-Man 3, un film sur les Sinister Six et le fait que ce Spider-Man aurait pu rentrer dans le MCU, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses.